Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'épisode 110 du podcast Mes trucs de prof, dans lequel je partage le micro avec Laura Marie, orthophoniste. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée des métiers de l'enseignement, de la formation et de l'éducation. Et dans ce podcast, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des outils, des idées et plein d'autres choses dans le but de réfléchir et faire réfléchir aux pratiques et aux métiers d'enseignant dans toutes ces dimensions. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et sur le site mestrucsdeprof.fr. Alors aujourd'hui, on retrouve pour cet épisode Laura Marie qui est orthophoniste. Laura est très présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo de l'atelier de l'orthophoniste. Elle a également un podcast du même nom, elle propose des ateliers, des jeux pour apprendre, tout un tas de contenus. Et aujourd'hui, elle est avec nous pour nous faire découvrir un peu plus ce que c'est que l'orthophonie et nous donner son point de vue sur tout un tas de sujets. Nous avions prévu initialement de faire un épisode d'une trentaine de minutes, mais comme l'échange était hyper riche et que nous avons parlé pendant presque 2 heures, j'ai dû scinder notre échange en 2 épisodes. Voici donc la première partie de notre échange. Bonjour Laura, je suis hyper contente de t'accueillir dans cet épisode. Bonjour Émilie, moi aussi je suis ravie, merci pour cette invitation. Merci de l'avoir acceptée. Du coup, c'est avec un grand plaisir. Du coup, pour cet épisode, j'avais lancé sur Instagram une petite boîte à questions pour pouvoir répertorier tout un tas de questions que les enseignants auraient envie de poser à une orthophoniste, parce que c'est vrai que pour les enseignants, souvent, on envoie les familles faire des bilans orthophoniques, parfois même sans vraiment savoir finalement ce qui va être fait et pourquoi. Et je pense qu'on est nombreux à avoir envie d'avoir plus de précision sur ce que tu fais avec les élèves qu'on t'envoie et avec les autres, ce qu'on fait dans un bilan orthophonique, et peut-être que notre échange, ça va aider à mieux cerner un peu ce que tu fais, comment nous aider en classe les élèves, mais aussi quand orienter les familles à bon escient, j'ai envie de dire, vers les orthophonies. C'est vrai que c'est pas évident parce que vous êtes en première ligne en fait en général. Vous êtes quand même, en tout cas pour tout ce qui va être du domaine du langage et des apprentissages, en fait, c'est vrai que vous êtes en première ligne et vous voyez les enfants beaucoup plus que nous, et c'est vrai que vous êtes des interlocuteurs privilégiés, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. J'imagine, de faire la part des choses, qu'en même temps, du coup, vous recevez pas non plus de formation ou de... je sais pas ce qu'il existe, du coup, dans l'éducation nationale, s'il y a des choses spécifiques, justement, sur le bilan orthophonique ou les bilans, je veux dire, de professionnels pour l'ergothérapeute, la psychomotricienne, quand adressés à des professionnels quand il y a des difficultés. Je sais pas si ça, c'est quelque chose... Je pense qu'il y a des formations, il y a des formations sur les élèves à besoins particuliers, de manière générale, sur... de plus en plus sur les troubles 10, notamment les TSA, etc. Mais c'est vrai que précisément sur le bilan orthophonique et qu'est-ce qui s'y passe et quand est-ce qu'on le fait, peut-être un peu moins. Et puis, parfois, je pense qu'on a peut-être vite tendance, tu sais, toi qui vas pouvoir nous le dire, mais vite tendance à envoyer les familles faire un bilan orthophonique en se disant, comme ça, ça nous rassure, au pire, on sera fixé. Et je sais pas si c'est comme ça dans toute la France, mais en tout cas en Île-de-France, il y a une pénurie d'orthophonistes. Voilà, c'est hyper long, et je me dis que peut-être que si finalement on savait tous un peu mieux quand on voyait les familles faire des bilans, peut-être je sais pas si on réussirait à désengorger les salles d'attente, mais en tout cas... C'est vrai que c'est un gros problème aussi. Et puis c'est vrai que du coup, comme les délais sont longs, on envoie assez tôt les parents faire des bilans en se disant prenez rendez-vous parce que ça prend du temps. C'est un problème qui est vraiment multifactoriel en fait. Mais je vais essayer du coup de démêler. Mais c'est pas évident non plus, parce que même nous, des fois, on préfère que les enfants nous soient un peu envoyés. C'est vrai que des fois, on va évaluer un enfant, on va se dire ça servait à rien, quoi. Ça arrive quand même. Et en même temps, je me dis que mieux vaut ne pas passer à côté de quelque chose aussi. C'est vrai que c'est pas toujours évident. La frontière, elle est quand même... on verra, je vais essayer d'éclaircir les choses, mais c'est pas toujours très très clair. C'est pas toujours très très clair. Donc, notamment parce qu'il y a des enfants qui compensent aussi beaucoup. C'est-à-dire que du coup, on peut y avoir des choses qui sont pas très visibles et qui en fait nécessiteraient un suivi quand même. Donc voilà.
On va essayer de démêler tout ça. Peut-être que pour commencer, tu peux nous dire un peu les différents domaines dans lesquels tu peux agir en tant qu'orthophoniste, parce que peut-être que tout le monde ne s'imagine pas tout ce qu'un orthophoniste peut faire. Oui, c'est ça. Effectivement, déjà, le champ de compétences de l'orthophoniste est vraiment très très large. En fait, nous, on va intervenir dans tout ce qui va toucher donc aux apprentissages. Ça, c'est bien connu de la part, du côté enseignant. Donc tout ce qui va être en gros apprentissage de la lecture, de l'orthographe, du raisonnement logico-mathématique aussi, et tout ce qui va en fait sous-tendre la compréhension. Quand un enfant a du mal à raisonner, à comprendre, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un bilan orthophonique pour voir ce qu'il en est, parce que il peut y avoir plein de mécanismes sous-jacents qui le gênent dans cette compréhension. Et on va aussi intervenir évidemment, ça aussi c'est bien connu, dans tout ce qui va être difficulté de langage. Donc là, chez le plus jeune enfant en général, donc ça va être l'articulation, la parole, le langage, parce qu'en fait tout ça c'est bien aussi de le détailler, c'est pas les mêmes choses. Articulation, parole, langage et communication aussi, c'est-à-dire vraiment comment est-ce que je fais passer mon message. Il y a les côtés l'articulation, ça va être le côté mécanique du langage, c'est-à-dire est-ce que j'arrive vraiment à bien positionner ma bouche, ma langue pour articuler les sons. La parole, ça va être vraiment est-ce que j'arrive à bien enchaîner tous les sons entre eux pour être bien intelligible. Et le langage, c'est est-ce que j'arrive à vraiment bien formuler des phrases, formuler un message, utiliser les différents mots pour faire passer mon message. Et après, on va avoir tout ce qui va être de l'ordre de l'utilisation du langage. Et là, ça va être plus en termes de communication. Est-ce que j'arrive à bien faire passer mon message ? Et donc, c'est là qu'on va rencontrer, par exemple, tous les TSA aussi, les enfants qui, du coup, ont du mal à communiquer, à rentrer en communication. Et il y a le bégaiement aussi, qui est un trouble de la fluence du langage. Bégaiement, langage, apprentissage, mais on a aussi du coup tout le champ du handicap. On va avoir aussi tout ce qui va être là plus concernant la personne plus âgée ou l'adulte, tout ce qui va être troubles neurologiques, atteintes neurologiques au niveau des fonctions exécutives, des fonctions attentionnelles, de la mémoire de travail, la perte du langage en fait, la perte du langage ou l'atteinte du langage en fait suite à des AVC ou des accidents. Et on a chose qui est peut-être un peu moins connue aussi, tout ce qui va être de l'ordre de l'alimentation, de la déglutition, donc chez l'enfant et chez l'adulte. Donc tout ce qui va être trouble de l'oralité alimentaire en fait. Et on a également tout ce qui touche à la voix. Donc en fait c'est l'oralité, on va dire, dans toute sa dimension, c'est-à-dire la dimension de communication, la dimension d'alimentation, la dimension de la voix. En gros, j'espère que j'oublie rien. moi j'exerce pas dans tous ces domaines-là en fait, mais c'est vrai que selon les orthophonistes et leurs spécialités, on peut être amené du coup à travailler dans des domaines très très différents, et finalement être orthophoniste, ça veut dire plein de choses différentes selon les orthophonistes et leurs appétences pour les domaines. Mais on est en gros amené à voir les gens, et c'est pour ça qu'on a tant de demandes et tant de difficultés à avoir des places en orthophonie. C'est qu'en fait on peut voir des enfants dès l'âge des bébés en fait pour des difficultés de succion, d'oralité, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la fin de vie, parce que du coup on accompagne des gens en fin de vie avec des maladies dégénératives et tout ça, donc pour maintenir leur fonction de communication et d'alimentation. Voilà, puis dans tout ça, il y a plein de choses, voilà. Ben oui, puis en plus, du coup, même les enseignants, du côté de la voix, là, que tu évoquais, peuvent aller voir des orthophonistes, et peut-être que certains ne le savent pas. C'est ça, c'est que effectivement, alors moi c'est pas ma spécialité, mais c'est vrai que l'hygiène vocale chez les enseignants, c'est quelque chose qui est quand même hyper important. Vous faites partie des métiers qui utilisent énormément leur voix, et c'est vrai que souvent le fait d'avoir sa voix éraillée et finir les périodes en étant un peu limite au niveau de la voix, c'est que souvent c'est signe qu'on n'utilise pas très bien sa voix, effectivement, tout
cas qu'on ne sait pas forcément bien la placer. Et ça peut être intéressant d'aller faire un tour chez des orthophonistes qui prennent en charge les troubles vocaux pour justement savoir comment placer, comment s'économiser, voilà. Il y a tout un accompagnement à faire autour de ça qui peut être intéressant pour les enseignants. Ouais. Du coup, je te propose de commencer par peut-être nous dire quand est-ce que, selon toi, on devrait diriger les familles, les parents vers un orthophoniste ou une orthophoniste. Eh bien, écoute, on va dire que je vais aller de façon chronologique, je vais partir du coup de la maternelle. Ouais. En maternelle, ce qui doit interpeller, on va dire, c'est la mise en place du langage, forcément. Ça fait partie des grands champs de compétences que l'on attend d'un enfant de maternelle. Hein. Et c'est là que c'est pas toujours évident pour un enseignant de savoir ce qui est de l'ordre de la normalité ou pas. Donc là, alors déjà, un bégaiement doit amener à consulter. Voilà, un bégaiement qui est là depuis, on va dire, quelques mois. On va dire qu'au-delà de 6 mois, si l'enfant bégaye, et surtout en plus s'il y a des antécédents familiaux, par exemple, on conseille de consulter. Ça fait partie quand même des pathologies en fait qu'on prend vite en charge et qu'on conseille de pas faire traîner. Ouais, donc assez tôt en tout cas. Assez tôt. Ah oui. En fait, il y a quand même. Bon, alors après, il faut savoir que 70 à 80% des bégaiements se résorbent tout seuls, mais il y en a quand même une partie qui ont besoin d'accompagnement. Et c'est vrai que quand on a un enfant qui bégaye, on ne sait pas trop à quelle part on a affaire. Et c'est vrai quand même que c'est important que la famille puisse être accompagnée là-dedans. Voilà. Donc le bégaiement, même à 3 ans, parce qu'en fait, on a souvent des enfants de cet âge-là. 3-4 ans, c'est quand même un âge très très courant pour avoir des premiers bégaiements. Donc c'est pas, voilà, il faut faire attention à ça. Donc orienter. Et alors concernant le langage, c'est là que c'est pas facile de définir. Mais grosso modo, un enfant qui va être inintelligible, mais vraiment inintelligible, ça il faut envoyer, c'est sûr et certain. En fait, je vais donner un repère qui va peut-être étonner les gens, mais nous, on considère qu'entre 4 ans et 4 ans et demi, un enfant doit avoir, alors je vais préciser, mais un langage qui s'approche de celui de l'adulte. C'est-à-dire que, évidemment, la prononciation n'est pas parfaite. Évidemment, il peut y avoir des petits sons qui ne sont pas encore acquis, mais, et puis, on n'a pas toute la complexité de structure de phrase d'un adulte. Mais on va dire que il devrait être intelligible par un adulte à l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, et un adulte qui n'est pas son parent, en fait, c'est-à-dire qui est vraiment extérieur à la famille. L'enfant devrait pouvoir se faire comprendre et entretenir une petite conversation avec un adulte autre que son parent. Ça, c'est un repère qui est important. Vraiment, l'enfant de l'âge de 4 ans, 4 ans et demi a quand même un langage qui devrait s'approcher de celui de l'adulte. Donc, tous les enfants de 3 à 4 ans qui sont vraiment inintelligibles, donc quand j'entends inintelligible, c'est-à-dire qu'il y a plein de sons qui ne sont pas en place, qui du coup ne disent pas les mots en entier, ça, il faut du coup envoyer chez l'orthophoniste. Okay. Là où du coup c'est plus compliqué, c'est quand les enfants se font bien comprendre que la structure de phrase, enfin voilà, que les phrases sont bien installées, mais qu'il va manquer quelques sons en fait. Il peut manquer le che que l'enfant va remplacer par ce. Ça vraiment en général c'est quelque chose qui pour nous n'est pas grave du tout. En fait ce qu'il faut voir, c'est vraiment l'aspect fonctionnel. En gros, je vais essayer de donner des critères. C'est l'aspect fonctionnel et l'aspect de fréquence. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a un langage suffisamment développé pour lui permettre de se faire comprendre? Est-ce qu'il arrive à se faire comprendre? Est-ce qu'il cherche à se faire comprendre? Et oui ou non? Voilà, oui ou non, ça c'est vraiment ce que nous on regarde. Il y a la compréhension. La compréhension, c'est aussi très important. C'est est-ce que l'enfant comprend ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il comprend les petites consignes? Un enfant qui ne comprend pas, à 3 ans, même en petite section, doit être un enfant qui éveille l'attention. Ne serait-ce que pour orienter vers un bilan ORL, pour savoir s'il entend bien. Ça, c'est vraiment la première chose. Même avant l'orthophonie, un enfant qui semble ne pas bien comprendre est un enfant qui peut ne pas bien entendre. Donc, il faut envoyer, du coup, inciter les parents à aller consulter un ORL et voir ce qu'en dit l'ORL. Et une fois que le bilan chez l'ORL a été fait, alors parfois, du coup, c'est des enfants qui, du coup, font des otites à répétition. Voilà, il peut y avoir des choses à faire avec l'ORL.
Et si malgré le rendez-vous chez l'ORL, la compréhension ne bouge pas, il faut envoyer chez l'orthophoniste. Voilà. Et du coup, après, au niveau de l'expression orale, donc il est tout à fait normal qu'un enfant ne construise pas tous ses sons et n'ait pas tous ses sons en maternelle. C'est-à-dire que le phonétisme de l'enfant, là, je parle vraiment du coup de savoir bien prononcer un ch, un je, un r, un l, ça prend plus de temps. Enfin, ça fait partie des sons qui peuvent être difficiles à prononcer. Mais là, du coup, ce qu'il va falloir réfléchir, enfin, ce à quoi il faut réfléchir, c'est est-ce qu'il n'y a qu'un son qui manque ? Est-ce qu'il en manque plein ? Enfin, en gros, est-ce que ça gêne l'intelligibilité ? Si l'enfant, il remplace juste un son par un autre, c'est-à-dire que par exemple, il va dire « Ah bah regarde le petit ça » au lieu de dire « Regarde le petit chat ». Mais en fait, on comprend très très bien ce qu'il veut nous dire. C'est juste que du coup, il y a une interversion dans les sons. Ça, c'est OK. En fait, si du coup, le langage est bien compréhensible, que l'enfant fait passer son message, qu'il n'est pas retenu dans son langage, qu'il ne souffre pas dans son langage, c'est OK jusqu'à à peu près l'âge de 5 ans, voilà. Enfin, le shege, en général, ça peut aller jusqu'à 5 ans et demi, en fait, à se mettre en place. On en voit même à l'âge de 6 ans qui n'ont pas encore mis en place le shege sans que ce soit anormal. Mais voilà, en fait, il faut vraiment réfléchir en termes de fonction. Est-ce que l'enfant utilise bien son langage ? Est-ce que ça lui permet d'exprimer tout ce qu'il veut exprimer ? Et est-ce que nous, on reçoit son message ? S'il y a beaucoup de sons qui manquent, par exemple, là, je sais que j'avais une maman qui me disait, j'ai entendu dire que c'était normal qu'il n'y ait pas le che, le je, le r, le l. Oui, c'est normal qu'un r puisse être difficile à prononcer. Oui, c'est normal qu'un l puisse être difficile à prononcer, mais s'il manque le r, le l, le f, l'enfant n'est plus... Au bout d'un moment, on comprend plus. Donc là, c'est pas normal. Enfin, on va dire, il y a besoin de soutien. Et dans ces cas-là, on envoie chez l'orthophoniste. Donc voilà, en gros c'est ça. C'est intéressant parce que du coup ça permet vraiment de donner des observables en fait précis là ce que tu nous racontes. C'est-à-dire que oui, au lieu de s'alarmer pour rien, on sait que voilà, si on comprend l'exemple du che pour le chat, etc. Je trouve que c'est hyper parlant. Même le R c'est un grand classique. L'enfant qui ne prononce pas son R à 4 ans. C'est pas grave en fait, c'est pas grave si du coup il y a que le R ou les creux, tu sais, les creux là, les enfants qui disent le crin ou maîtresse, s'ils disent maîtresse mais que du coup voilà, il y a que ça, c'est aucun problème en fait, hein, jusqu'à l'âge même en grande section ça peut être OK, mais il faut voir tout le reste, c'est-à-dire est-ce que du coup il a du vocabulaire, il est fluide dans son langage, ça l'empêche pas de communiquer, voilà, un enfant qui est freiné dans sa communication, un enfant qui est freiné dans son langage, un enfant qui ne peut pas se faire comprendre, là il faut une intervention orthophonique. Voilà, c'est vraiment ça. Et c'est et puis la fréquence, enfin c'est-à-dire est-ce que du coup le nombre de sons qui sont manquants au phonétisme. À partir du moment où ça altère vraiment l'intelligibilité, c'est que du coup il y a un souci et qu'il faut consulter. Voilà, ça c'est pour le langage oral, pour le langage écrit, parce que ça c'est aussi un grand quand l'enfant du coup rentre en CP, en CE1, on sait jamais trop quand est-ce qu'on envoie chez l'orthophoniste. Je vois de tout. Je vois du coup des enfants qui sont envoyés très tôt et des enfants qui sont pas du tout envoyés assez tôt. Je sais que j'entends des mamans sur mes réseaux, j'en ai beaucoup qui disent la maîtresse dit que c'est pas la peine et tout parce que c'est trop tôt. J'ai fait un bilan cette semaine. En fait, si, il était largement temps de s'inquiéter. Même en CP. C'est ça le truc, c'est que même en CP, le CP et le CE1 sont quand même des années charnières au niveau de l'apprentissage du langage écrit. Donc, c'est compliqué encore une fois là de savoir quand est-ce qu'on s'alarme et quand est-ce qu'en fait ça fait partie de la norme. Donc, déjà, c'est normal qu'un enfant puisse avoir des confusions de sons. Là, ça c'est la grande chose qui alarme souvent les enseignants. Le B et le D... c'est courant qu'un enfant en début d'apprentissage confonde. Vraiment, c'est pas quelque chose qui doit amener à consulter la confusion de sons en début d'apprentissage de la lecture. C'est pareil pour l'inversion. L'inversion, quand l'enfant inverse, quand il écrit ou quand il lit. Et là, je vais mettre un bémol. Tout dépend encore une fois de la fonction, enfin du côté fonctionnel de la lecture. Est-ce qu'il va inverser de temps en temps un petit B et un D ? Moi, ma fille est en CP, ça lui est arrivé en début d'apprentissage d'inverser le B et le D.
Moi, voilà, j'étais pas du tout inquiète, ça fait partie de la norme. Pareil, elle va inverser des petits sons, ça fait partie du développement normal. Mais si l'enfant confond plein de sons, que c'est très fréquent, que du coup il n'arrive pas à transcrire, que dans sa transcription écrite il manque beaucoup de sons, qu'en fait on n'arrive pas à bien reconnaître phonétiquement le mot qu'il voudrait écrire, ça, c'est un signe d'alerte que qu'au niveau phonologique, il y a quelque chose qui est pas forcément bien établi. Et ça doit amener à faire un bilan orthophonique. Si l'enfant n'a, on va dire, dans la première période, on va dire jusqu'en novembre, a du mal à mettre en place ce qui est correspondance phonographémique. Voilà, savoir quelle lettre fait quel son. Ça, c'est quand même aussi un signe que c'est pas évident, parce que c'est quand même quelque chose qui est travaillé dès la grande section. Donc, si en début du CP, quand ils font toute la révision... après avoir étudié les sons, voilà, et malgré ça... Bah oui, parce que là, en fait, c'est vrai que l'enfant démarre en CP, mais il y a quand même tout un travail qui a été fait en grande section. Donc, si malgré le travail fait en grande section et le début de CP, l'enfant n'a pas déclenché en novembre-décembre, là, je trouve que même en novembre, à la Toussaint, là, si l'enfant n'a pas... Alors après, je parle pas du Z si par exemple, il sait pas le cas, les lettres rares, oui. Si c'est pas bien ce que c'est pas bien grave. Mais il faut quand même qu'il sache quelle lettre, quels son fait le P, le T, le R, le F, on va dire les consonnes courantes, oui. Et toutes les voyelles, il faut qu'il puisse rentrer justement dans de la combinatoire et connaître bien ça, quoi. Donc si ça doit amener à consulter. Pareil, si l'enfant ne rentre pas dans la combinatoire et n'arrive pas à combiner des sons entre eux en première période, ça doit aussi amener à consulter, parce que c'est qu'il y a quelque chose qui freine cet enfant, et souvent au niveau phonologique et des prérequis, en fait. Donc ça peut amener à consulter. Donc là, ça, c'est pour les enfants qui ont du mal dans le démarrage. Il y a des enfants qui n'ont pas de mal au démarrage, qui vont du coup bien mettre en place leur lecture, mais après, c'est le décodage qui quand même a du mal à décoincer. C'est là qu'on peut se poser la question. Est-ce que c'est une lecture qui ne se fluidifie pas, quoi. Une lecture qui ne se fluidifie pas. Donc là, moi... En termes de fluidité de lecture, c'est quand même un message que je voudrais faire passer aux enseignants, notamment la fluence de lecture, qui est quand même un gros sujet à l'école, la fluence. Tout dépend ce qu'on entend derrière le mot fluence. Pour moi, la fluence, en CP, on peut être souple. Je vais essayer d'être claire. On peut être souple, c'est-à-dire que c'est pas forcément la rapidité de lecture. On n'attend pas d'un CP qui soit rapide. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut... là, c'est une idée que j'aimerais un peu casser. Moi, je ne comprends pas ce que font les chronos en CP. Mais vraiment, c'est quelque chose qui... Je pense que c'est quelque chose qui est venu avec l'apparition de l'affluence. J'ai fait un épisode d'ailleurs dessus, mais l'apparition de l'affluence, elle est arrivée avec les tests de fluence. La prise de conscience, en fait, chez les enseignants qu'on pouvait travailler l'affluence. Il y a quelques années, c'est arrivé avec les tests de fluence, et donc ils sont arrivés avec les étalonnages, le chronomètre. Et donc forcément, comme c'est entré comme ça, on a du mal à sortir de... ça se travaille, on n'est pas obligé d'avoir le chronomètre pour travailler l'affluence. Que c'est juste un moyen, à un moment donné, de pouvoir mesurer, quoi. On va dire que c'est ça que ça apporte, et je pense que c'est pour ça que si ça peut plaire, c'est que ça donne des outils concrets, ça donne du coup des chiffres. Donc on a des progressions, et on peut un petit peu suivre la progression des enfants, sauf qu'en fait la vitesse... Vraiment, la vitesse n'a rien à faire en CP, vraiment. Et même en CE1, on peut se poser la question. En fait, l'objectif principal de la lecture en CP devrait être un décodage précis et une bonne compréhension. C'est vraiment ça qui doit être, à mon avis, et c'est un message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, mais vraiment, ça doit être le principal objectif du CP, c'est-à-dire que l'enfant lise et comprenne. L'affluence, du coup, la fluidité... Alors, donc là, quand on parle de fluidité, c'est un sujet. Est-ce que du coup, la lecture est tellement hachée que l'enfant ne peut pas comprendre, parce que du coup, sa mémoire de travail va être complètement saturée? Est-ce que la lecture est tellement peu fluide que c'est douloureux, en fait? On voit des enfants qui souffrent presque en lisant. Ça doit amener à consulter. Voilà. Mais un enfant qui n'a pas une lecture très rapide,
voilà, mais qui quand même lit, décode, comprend, même si ce n'est pas rapide, en CP, ça reste normal en fait. Voilà, c'est là que je voudrais... Comment ? C'est en CP, ça me fait penser, parce que tu évoques là une question d'une auditrice qui disait 2 de mes élèves de CM1 ont une lecture hachée. Est-ce que cela relève d'une rééducation ? Non, alors la CM1, non. La CM1, non. Donc là, moi, je parle vraiment CP et CE1. En fait, en CP et CE1, c'est quand même des âges charnières. Et du coup, pour moi, on ne parle pas de vitesse de lecture en CP. Vraiment, on ne parle pas de vitesse de lecture. On peut commencer à en parler en CE1. Et encore, moi, je ne trouve pas que ce soit une bonne façon de mettre en confiance des enfants dans la lecture. Mais par contre, en CM1, non. La lecture ne devrait plus être hachée et la lecture devrait être vraiment fluide et porteuse de sens. Enfin, là, vraiment, on devrait pouvoir attendre d'un enfant de CM1 qu'il puisse avoir une lecture qui respecte la ponctuation, qui soit avec quand même une intonation, enfin qui soit porteuse de sens et qui soit pas hachée. Par contre, en CE1, par exemple, c'est une question aussi, mais en CE1, l'enfant de CE1 n'est pas capable de respecter la ponctuation et c'est normal en fait. Mais c'est vraiment normal. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui, pareil, est pas forcément évident pour les... Mais en fait, demander à un enfant de 6-7 ans de respecter une ponctuation, c'est très compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Et c'est pour ça que moi, je trouve qu'on va trop vite dans des textes, en fait. On va trop vite dans des textes et des textes longs. Alors après, il y a aussi la difficulté de l'enseignant, je pense, d'avoir des niveaux très différents à gérer. Je pense que du coup, dans ces âges-là, il y a des enfants qui ont un très très bon niveau de lecture, d'autres qui ont un niveau moyen et d'autres qui ont un niveau fragile en fait. Donc je pense que c'est ça tout le métier d'équilibriste de l'enseignant de CP-CE1, c'est d'arriver à jongler avec tous ces niveaux. C'est des enfants qui vont être en CE1 qui vont lire comme des CE2 ou même plus. Enfin, et il y en a qui du coup vont avoir besoin de plus, mais voilà. Donc, en gros, moi, si je dois revenir à mes moutons, lecture douloureuse, dans le sens, c'est coûteux, ça fait mal d'entendre l'enfant. Moi, je sais que là, j'entends certains enfants en bilan, j'ai mal même de les faire lire parce que du coup, ils ont de telles difficultés dans leur déchiffrage que c'est presque douloureux à entendre. Donc ça, on envoie chez l'orthophoniste. Si du coup, et pareil pour l'encodage, pour l'écriture. Si une écriture est douloureuse, alors l'écriture, nous, on ne prend pas en charge forcément le graphisme. Oui. Mais il faut quand même consulter un professionnel. Si l'écriture est douloureuse, tendue, si l'enfant a du mal à respecter ses lignes, ça, il faut vraiment amener à consulter aussi. Pas forcément l'ortho, là, du coup, plus le psychomotricien ou l'ergothérapeute, ou un graphothérapeute. Mais c'est vrai que du coup, c'est bien. Et si l'orthographe ne se fixe pas aussi. Si l'orthographe ne se fixe pas, si l'enfant a vraiment du mal à mémoriser son orthographe. Donc là, je vais essayer de donner des repères. Donc en gros, première période de CP, ça va être la correspondance phonographémique et la combinatoire. Si c'est pas en place, on envoie. Ensuite, le décodage. Donc un décodage douloureux en 2e trimestre, 3e trimestre, il faut envoyer aussi. D'accord. Et un enfant qui ne comprend pas ce qu'il lit, quoi. Un enfant qui ne comprend pas ce qu'il lit, passer le 1er trimestre de CP, il faut... Ah oui. Ouais. Tu vois, ça, je suis pas sûre qu'on s'alarme si tôt, tu vois, sur la compréhension. Après, tout dépend. Quelle est la quantité, parce qu'il y a ça aussi, c'est que du coup moi je vois des choses, là je sais que là par exemple pour les vacances de Pâques j'ai vu des devoirs de CP arriver, oh là 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 là, et c'est trop, enfin pour moi c'est pas réaliste en fait, je me dis là c'est normal que l'enfant ne comprenne pas en fait, c'est ça aussi, c'est que du coup alors je vais du coup mettre, c'est vrai que du coup c'est pas si un enfant ne comprend pas la lecture de phrases, d'accord, pas de texte, phrase, énoncé, petite consigne, paragraphe de 2 lignes. Si l'enfant ne comprend pas ça en 2e trimestre, du coup, voilà. Et c'est pareil, du coup, je trouve qu'on va assez vite dans les textes, alors que souvent, nous, ce qui nous arrive en bilan, c'est finalement des enfants qui ont énormément de mal à comprendre des consignes.
Je trouve qu'on lit pas assez de petites quantités, enfin, c'est-à-dire du coup le format consigne. Le format consigne, c'est-à-dire du coup une unité courte, mais dense en informations en fait, avec plein d'informations et qui nécessite du traitement et de la compréhension. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, en CP, est pas assez travaillé. On part trop vite dans des textes et il faudrait, à mon avis, rester plus sur de la petite unité, c'est-à-dire vraiment du coup phrase, petit énoncé, porteur de sens, c'est-à-dire je lis, je fais une action, je lis, je fais une action, je lis, je fais une action. Ça, c'est vraiment... Et ça, c'est intéressant parce que du coup, en fait, ça permet aussi de se dire, de décoller la lecture de la littérature. Tu parlais des textes, mais de se dire, en fait, travailler la lecture, alors je dis pas que c'est pas fait, hein, mais c'est que parfois, peut-être qu'on est un peu focalisé sur ça, sur trouver des textes, quitte à trouver parfois des textes un peu vides de sens pour que ce soit lisible, décodable, en fait. Voilà, etc. Alors que, comme tu dis, travailler sur des choses plus courtes, mais porteuses de sens, et donc qui ne sont pas forcément des textes littéraires, mais qui peuvent être, du coup, dans le ludique. Je sais en plus que c'est ton dada un petit peu, voilà, qui soit dans le jeu et de se dire, oui, en fait, on peut passer la lecture là-dedans, faire plus court. Du coup, les élèves aussi s'essoufflent moins. Tu parlais de douleur à la lecture et à l'écriture, et je pense que si on décale un peu ça, on reste dans du... Et en fait, c'est vraiment... Mais là, tu résumes ma pensée tellement, et tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important au CP. Je pense qu'on va trop vite, trop loin. Enfin, après, tu me diras, il y a des enfants qui en sont capables et qui ont cet intérêt pour des textes, mais en fait, on perd trop vite les enfants dans... Je pense effectivement qu'on associe trop vite... Alors, moi, j'ai une formation littéraire, hein. J'aime les textes, j'aime la littérature, et voilà. J'aime transmettre aux enfants ce goût-là. Mais en fait, en voulant aller trop vite dans du texte et de la littérature, on en perd beaucoup en route, et surtout, on leur fait perdre le plaisir. On leur fait perdre le plaisir, et surtout, on les amène du coup à avoir des lectures qui stagnent en fait, qui stagnent et qui progressent pas, et dans lesquelles ils ont du mal à mettre du sens. Et ce que je te dis, hein, là, moi souvent, dans mes bilans, c'est assez effarant. J'ai des enfants qui vont être fluides en lecture de texte, mais qui, quand tu les mets en compréhension, enfin du coup de consignes, il n'y a plus rien, quoi. C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression qu'ils sont plus entraînés à lire des textes et qu'on les entraîne à faire de la fluence et tout, sauf qu'en fait, on décorrèle énormément la fluence de la compréhension. Et en fait, on travaille la fluence comme un outil en soi, c'est-à-dire je lis au mètre presque, je lis au mètre du texte. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. En fait, en CP, c'est pas ça. Il faudrait vraiment, en CP-CE1, ne jamais décorréler la fluence de la compréhension, mais vraiment jamais. Et travailler plutôt sur des unités courtes, mais vraiment, moi, c'est aussi mon leitmotiv, j'aimerais vraiment que ça puisse passer, qu'on travaille d'abord sur l'unité consigne, c'est-à-dire, tu vois, comme tu dis, faire des petits jeux, des petits messages, des commandes, en plus, du coup, qu'on pourrait très facilement lier avec d'autres domaines, avec les mathématiques, voilà. Mais complètement. Et en plus, ça me permet de dire que du coup, parce que à la fois, il y a dans ce que tu disais, j'entendais tout à fait le fait de mettre plus de sens sur des choses courtes qu'on lit, et en même temps de s'autoriser du coup pour les enseignants à travailler des choses plus longues, mais pas en lecture, de travailler de la compréhension. Tu parlais de textes littéraires, ça on peut, voilà. Ça par contre, on travaille autrement. Oral. Voilà. Mais on mélange peut-être trop vite les deux, du coup, quitte à trouver des textes littéraires un peu pauvres. Et on perd, et moi, je pense que du coup, en gravissant vraiment les marches petit à petit en termes de lecture, alors ça n'empêche pas, comme tu dis, d'aller dans la littérature à l'oral, de leur lire des textes riches, parce que là, du coup, en termes de vocabulaire, en termes de compréhension, même en termes de morphologie, après, on peut aller faire de la morphologie avec des enfants. Et moi, j'aimerais tellement qu'il y ait vraiment plus de morphologie dès la petite dès le CP. Moi, aller chercher du coup les mots de la même famille. Et oui, jouer avec les mots. Jouer avec les mots, parce que là, du coup, on prépare tout le terrain à l'orthographe, aller chercher les lettres muettes. Pourquoi est-ce qu'on mettait, qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot. Enfin, il y a beaucoup à faire et énormément à jouer en fait avec les mots en CP-CE1. Et c'est vrai, moi, j'aimerais beaucoup que ce soit fait. Et plus on gravit ces marches
progressivement, et plus l'enfant va être capable de lire des textes, et des textes plus denses ensuite, en CE1 puis en CE2 en fait. Mais je pense qu'en CP, on met un peu trop vite la charrue avant les bœufs. Et voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mieux cerner le champ d'action des orthophonistes et qu'il vous aura donné des pistes de réflexion. Vous pourrez écouter la deuxième partie de notre échange dans l'épisode 111. Retrouvez Laura sur son site l'atelierdelorthophoniste.com. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires suite à l'écoute de cet épisode, soit en utilisant l'adresse contact@mestrucsdeprof.fr, soit en commentant nos publications sur les réseaux, Instagram, Facebook, etc. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify pour manifester votre appréciation de mon contenu. Je vous retrouve donc bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.